Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Aujourd'hui, le module portera sur une miase cutanée communément appelée le ver de Cayor. Donc tout naturellement, je vais vous proposer le titre suivant, le ver de Cayor, une miase cutanée du chien due à Cordylobia anthropophaga. Le plan que je vous propose est un plan en 12 points où tout naturellement, on va faire un rappel des objectifs pédagogiques, puis la définition, l'importance vétérinaire et économique de la maladie, sa répartition géographique, l'agent étiologique, le cycle biologique, la physiopathologie, la clinique chez le chien, mais aussi chez l'homme, le diagnostic, le traitement, la prévention et la conclusion. Tout naturellement, un plan classique particulièrement rencontrés dans le cas de pathologies infectieuses. Eh bien, les objectifs éducationnels sont les suivants. Il s'agit, de comprendre la miase à Cordylobia anthropophaga, reconnaître les signes cliniques chez le chien, reconnaître, ou plutôt maîtriser la prise en charge et la prévention, sensibiliser efficacement les éleveurs. Et bien, ce module rentre aussi dans le cadre des cours universitaires, particulièrement adressés aux étudiants des écoles vétérinaires, mais aussi il rentre dans le cadre de la sensibilisation des éleveurs. Avant de commencer, je ferai un coucou à Dr Nikez Ndonide, alias Aboki, qui a fait d'ailleurs sa thèse de doctorat de médecine vétérinaire en 2000 sur ce sujet, autrement dit la miase à Cordylobia anthropophaga, sous la direction du professeur Jean-Louis Pangui. Eh bien, en définition, je dirais que le ver de Cayor est une miase cutanée furonculeuse, autrement dit une infestation par des larves de mouches, plus précisément des larves de Cordylobia anthropophaga. C'est une zoonose, d'ailleurs son nom l'indique, quand on dit anthropophaga, donc ça vient de anthropos qui veut dire l'homme et phagos qui veut dire manger. Donc ce sont des infestations qu'on peut observer aussi chez l'homme. Eh bien, c'est une affection très fréquente, particulièrement dans la zone intertropicale, et on la trouve surtout au Sénégal, d'où le nom de ver de Cayor, mais aussi dans tous les pays de la zone intertropicale, en particulier le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Tanzanie, la Zambie, pour ne citer que cela. Eh bien, en 2024, j'avais rencontré exceptionnellement un cas de ver de Cayor ici à Niamey chez un client qui avait un Rottweilers. Probablement, peut-être qu'il est venu avec ses vers dans la peau venant du Ghana ou venant de la Côte d'Ivoire, d'où les choses sont vendues. Eh bien, comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons une infestation massive de vers de Cayor et il faut noter l'orifice central qui est réalisé dans la peau du sévère et qui est assez caractéristique. Mais aussi, il faut dire que le pelage est dénaturé et on voit bien ces larves qui émergent très visibles d'environ 1 cm de longueur, de couleur blanchâtre, blanc nacré et deux fois à un nombre immense. Eh bien voilà des cas de ver de Cayor chez un enfant et vous voyez bien le processus inflammatoire qui est assez net. Un, la couleur rouge, autrement dit le rubor. Deux, la tumeur et probablement aussi la douleur. Parlons à présent de l'importance de la maladie. Il faut dire que c'est une maladie qui provoque des douleurs mais aussi des stress chez le chien avec des risques de complications infectieuses, une perte de la valeur des animaux. Et comme c'est aussi une zoonose, qu'il faudrait qu'il y ait une approche One Health pour la prise en charge de la maladie, d'où le rôle clé du vétérinaire, mais aussi et surtout la sensibilisation communautaire pour faire face à cette pathologie zoonotique. Eh bien là, nous avons un cas d'un patient qui a une infestation par Cordylobia anthropophaga et vous constatez très bien le nombre de lésions qu'il y a sur sa peau. Et ici, ce sont les vers qui ont été retirés de ces lésions.
Pour ce qui est de la répartition géographique, il faut dire que c'est une pathologie qu'on rencontre d'une façon générale en zone intertropicale, en particulier en Afrique subsaharienne, plus précisément dans les milieux qui sont à la fois chauds et humides. Et c'est ainsi que vous trouverez cette pathologie fréquemment au Sénégal, d'où son nom de ver de Cayor, mais vous pouvez la retrouver aussi dans des pays comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, en particulier Bobo Dioulasso, et comme je l'ai dit, exceptionnellement, on peut en trouver au Niger. Pour ce qui est du parasite, il s'agit d'un diptère, autrement dit, c'est une mouche qui a une paire d'ailes, dont le nom scientifique est Cordylobia anthropophaga, synonyme ver de Cayor, qui est de la famille des Califoridés. C'est un parasite obligatoire au stade larvaire et on va trouver ces larves chez des mammifères aussi bien domestiques que sauvages. Parmi les mammifères, on peut citer le rat, le chien et même l'homme. Et les larves sont responsables des lésions cutanées qui sont observées lors des manifestations cliniques de la pathologie. Eh bien, là, nous avons la mouche Cordylobia anthropophaga. En termes de taille, elle est beaucoup plus grande que la mouche domestique, Musca domestica. Là, ce sont les larves de Cordylobia anthropophaga. Pour ce qui est du cycle biologique, il faut dire que les œufs sont pondus sur le sol ou exceptionnellement sur des linges humides. Une seule mouche peut pondre entre 300 à 500 œufs. Les œufs vont éclore en 1 à 2 jours. Et puis après éclosion, la larve L1 va pénétrer activement dans le corps du chien ou dans le corps de l'homme. Et puis elle va se développer dans le milieu sous-cutané. Au cours de cette phase, elle va passer au stade L2, puis au stade L3. Cela va prendre environ 8 à 12 jours et c'est la larve L3 qui va sortir des lésions cutanées. Et cette larve L3 va tomber à même le sol et commencer la pupaison. Autrement dit, la formation de la pupe. Et cela va durer 10 à 11 jours, le temps que la mouche adulte s'envole. Là, nous avons les différents stades. Donc là, nous avons une mouche et là, la mouche va pondre des œufs. Les œufs vont donner la larve L1, la larve va donner la larve L2. La larve L2 donne la larve L3. La larve L3 tombe et elle va donner la pupe. Et plus tard, la pupe va s'ouvrir et laisser la mouche s'envoler. Donc là, nous avons aussi le cycle qui est mieux décrit. Là, nous avons la mouche. La mouche va pondre des œufs de 300 à 500 œufs. Les œufs vont donner la larve et c'est la larve L1 qui est infestante. Cette larve L1 infestante va s'attaquer au chien, au rat, à l'homme et sous la peau, dans le conjonctif sous-cutané, elle va donner la larve L2, puis L3, et puis la larve L3 sort pour commencer la formation de la pupe. Et plus tard, la pupe va donner la mouche adulte. Donc voilà le cycle biologique complet de cette mouche diptère. Pour ce qui est de la physiopathogénie, il faut dire qu'il y a une réaction inflammatoire locale qui est observée avec les signes caractéristiques de l'inflammation, à savoir rubor, autrement dit la rougeur, dolor, la douleur, et tumor, qui est la tuméfaction. Ce qui va entraîner la formation d'un furoncle, et on observe un prurite, une douleur et aussi des risques d'infection bactérienne car il y a carrément un trou béant qui est réalisé dans la peau de l'animal. Pour ce qui est de la clinique, il faut dire que on observe des nodules cutanés douloureux avec un orifice central qui est visible. Le chien va se mettre à lécher le lieu. Le chien peut être agité et exceptionnellement, on peut observer la fièvre. Il faut aussi noter que plus souvent, il y a une localisation dans la zone déclive, autrement dit dans la zone en contact avec le sol. C'est ainsi que chez le chien, vous trouverez surtout des lésions sur la face ventrale de la queue, au niveau de l'aine, au niveau des aisselles. Pour ce qui est de l'homme, ça dépend
du lieu de contact. Le plus souvent, les gens ont tendance à dormir sur le dos et vous trouverez les lésions qui sont localisées surtout au niveau du dos. Et comme on dit, mieux vaut voir que d'entendre. Là, vous avez une infestation massive de vers de Cayor et là, vous voyez les lésions cutanées avec un orifice central assez bien. Eh bien, comme je le disais, là, vous voyez, en zone de contact avec le sol, là, au niveau de l'aine, là aussi, vous constatez, il y a un décubitus dorsal et là, vous constatez les vers qui sont en train d'être extirpés. Eh bien là, vous constatez le furoncle, vous constatez la rougeur, vous constatez la tuméfaction. Et là, nous avons la larve qui est extirpée et qui fait environ un peu plus de 1 cm de longueur. Chez l'homme, c'est surtout le furoncle et la rougeur. Et là, vous constatez que la larve L3 est en train d'être extirpée chez un patient. Pour ce qui est du diagnostic, il faut dire que le diagnostic est exclusivement clinique et il est basé sur l'observation directe de la larve, mais aussi il faut tenir compte du contexte épidémiologique en se disant que est-ce que je suis dans une zone où on rencontre cette mouche? Eh bien, quand on est dans des pays comme le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, la Zambie, le Burkina, bref, en zone intertropicale, y compris le Niger, on peut s'attendre à des manifestations du ver de Cayor. Pour ce qui est du diagnostic, il est important de faire un diagnostic différentiel, particulièrement avec des abcès cutanés qui peuvent être dus à des corps étrangers. Il faut faire aussi un diagnostic différentiel avec une pyodermite, mais toutefois à ce niveau, vous constaterez qu'il y a une suppuration. Mais il faut être aussi à même de reconnaître les larves d'un centimètre de longueur, de couleur blanchâtre. Blanchâtre qui brillent, mais aussi qui sont mobiles. Ben voilà, là, voilà les larves, couleur blanchâtre, mobile. Deux fois, on aperçoit le tube digestif par transparence. Pour ce qui est du traitement, il faudrait faire une extraction manuelle des larves. Il faut faire une injection ou plutôt utiliser des antiseptiques localement pour essayer de désinfecter la plaie. On peut faire des antibiotiques pour éviter des surinfections. Il faut rajouter un anti-inflammatoire à cause de la douleur. Mais aussi, le plus souvent, on fait des antibiotiques. Et je dis des antibiotiques des parasitants comme l'ivermectine ou l'abamectine. Chez l'homme, le plus souvent, il est déconseillé d'utiliser des déparasitants car lorsque le ver meurt alors qu'il est en sous-cutané, il va créer un furoncle qui aura beaucoup de peine à être vidé avec des risques d'infection dus au corps étranger qui reste. Alors que lorsqu'on laisse la maladie évoluer au stade L3, la larve va sortir parce qu'elle aura tendance à tomber à même le sol pour passer au stade suivant de son développement. Et bien là, voilà le fameux Ivomec D et le fameux Dectomax que nous avons utilisé amplement dans les années 2000, quand bien même de nos jours, c'est plus difficile de trouver ces produits sur le marché. En ce qui concerne la prévention, il faut éviter le couchage sur le sol, car c'est le lieu des pontes des mouches, particulièrement dans les zones intertropicales. Il faut nettoyer les lieux de repos de nos animaux. Pour ce qui est des habits chez l'homme, il faut les repasser afin de tuer éventuellement les œufs qui sont pondus sur le linge. Il faut aussi consulter rapidement votre vétérinaire lorsque vous êtes en face d'une miase cutanée. Tout naturellement, en termes de prévention, on peut aussi utiliser des parasitants comme l'Ivomec D et le Dectomax. Donc, en conclusion, je dirais que le ver de Cayor est une infection cutanée très fréquente. Cependant, elle est évitable. Le diagnostic est simple. La prévention est essentielle. Et nous vous demandons de contacter la maison des éleveurs dès l'observation d'une miase cutanée chez votre chien. Bien, nous sommes au terme de notre présentation et mesdames et messieurs, c'est ce que j'ai bien voulu partager avec vous, entrant dans le cadre
de la formation continue sur la plateforme l'Université virtuelle africaine de développement. Et je vous demanderai de partager tout naturellement avec tous nos jeunes enfants, avec nos jeunes frères qui sont dans les écoles vétérinaires, en particulier ceux qui sont dans les services de pathologie médicale et qui sont intéressés par la pathologie des carnivores et des écudés. Et nous comptons sur la collaboration de tous pour que cela arrive dans toutes les universités, que ce soit à Nantes, à Alfort, à l'ESMB, que ce soit au Cameroun, à Douala, si j'ai bonne mémoire, mais aussi dans toutes les écoles d'ingénieurs et de techniciens supérieurs d'élevage. J'ai la ferme conviction que la plateforme l'Université virtuelle africaine est un outil qui permet d'apprendre, mais aussi qui permet de se rappeler en ayant à portée de main un rappel intéressant. Sur ce, je vous dis ciao, ciao et à la prochaine.